Alors, bienvenue à cette conférence de presse. Mon nom est Thomas Basset, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. On va avoir des enfants qui vont passer au-dessus de nous, dans les environs dans pas longtemps, vous allez voir. Alors, une journée un peu spéciale aujourd'hui. Merci de vous déplacer en tout cas. Pour le dévoilement en fait, du rapport Donsky sur la décarbonation du système de santé québécois plus particulièrement. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en compagnie en fait de distingués invités. On a Jean-Patrick Toussaint, qui est directeur principal du programme Climat. Et on a également Audrey Yann, qui est consultante chez Donsky Énergie et Climat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se parler en fait de décarbonation du système de santé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pourquoi la décarbonation du système de santé plus particulièrement. Vous savez, les changements climatiques ont un impact en fait, sur la qualité de vie de la population, sur la santé de la population. Le rapport Lancet qui a été dévoilé la semaine dernière, plus particulièrement, en fait, en parle plus exhaustivement. On est en fait dans une période où on doit faire des choix en fait en faveur de la santé de la population. Et puis justement, étant donné que le gouvernement du Québec désire la carboneutralité de son côté, on s'est dit en fait qu'on allait regarder au niveau du ministère de la Santé et puis même du réseau de la santé plus largement pour voir en fait comment on pouvait y parvenir. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que Donsky a été approché pour justement établir une feuille de route. On va parler justement de cette carboneutralité du système de santé. Mais rien ne serait possible en fait sans le soutien de la Fondation Communale Petit. Donc sans plus tarder en fait je vais parler directement, enfin je vais donner la parole directement à Jean-Patrick. Merci Thomas, bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Puis merci à ceux et celles qui sont en ligne, si vous nous écoutez. Donc Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du programme Climat à la Fondation familiale Petit. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de vous voir. Il y a environ 6 mois, presque jour pour jour, nous étions au sommet Climat Montréal, organisé dans le partenariat Climat Montréal, où la Fondation Petit dévoilait une nouvelle approche en santé climat, donc des nouveaux investissements de notre fondation philanthropique pour accélérer la décarbonation et améliorer la résilience du système de santé avec différents projets. Et donc, ce rapport qui va être présenté aujourd'hui par Audrey de chez Donsky s'aligne parfaitement de ce que l'on cherche à soutenir pour accélérer la décarbonation de ce secteur-là. Qui, comme on va l'apprendre tout à l'heure, représente presque 4% des émissions de GES du Québec. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir appuyer cet effort-là, non pas de vouloir se substituer aux efforts du gouvernement, mais bien de mettre l'épaule à la roue pour que tout le monde puisse faire avancer cette transition énergétique. Donc, merci encore d'être ici, puis vraiment, je passe la parole à la principale intervenante aujourd'hui, donc Audrey Yann de chez Donsky. Bonjour, vous m'entendez bien? Un peu plus fort? Parfait, comme ça les gens en ligne vont pouvoir nous entendre également. Donc bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce matin et de vous présenter les grandes lignes de notre étude qui porte sur la décarbonation du secteur de la santé au Québec. Donc je m'appelle Audrey, je fais partie de la firme Donsky et puis nous avons eu l'honneur, le plaisir de travailler avec Thomas et Jean-Patrick au cours des derniers mois, dernières semaines pour élaborer cette feuille de route. Alors sans plus tarder, je vous amène vers le plan de match ce matin. Je vais vous présenter le contexte dans lequel se déroule l'étude. Ensuite, le portrait global des émissions de GES du secteur de la santé. Ensuite, je vais passer à travers les grandes lignes de la feuille de route, les résultats et l'impact des mesures de la feuille de route, et puis finalement les recommandations clés de l'étude. Alors allons-y sans plus tarder. Donc, le gouvernement du Québec a déterminé des cibles climatiques pour les bâtiments de l'État et les véhicules de l'État, qui visent à ce que le parc de bâtiments de véhicules soit zéro émission en 2040. Le secteur de la santé n'échappe pas à ces cibles-là. On pourrait même penser que le secteur de la santé est un secteur prioritaire pour l'atteinte de ces cibles, pour 2 raisons. Le secteur de la santé représente 65% des émissions des bâtiments de l'État. Donc, c'est quand même un poids relatif important comparativement à la superficie qui représente environ le tiers des bâtiments de l'État. Donc, le secteur de la santé est
représente un poids relatif important. Donc, des efforts devront être mis sur ce secteur-là pour s'assurer d'atteindre les cibles en 2040. Ensuite, c'est un secteur aussi qui est aux premières lignes des impacts des changements climatiques. Donc, dans ce contexte-là, le mandat qui nous a été attribué était de définir comment on pouvait atteindre la cible zéro émission en 2040 dans le secteur de la santé. Donc, on a donc élaboré une feuille de route avec des stratégies clés pour atteindre cet objectif-là, donc des stratégies à impact pour l'ensemble du secteur, et on a défini les investissements requis, l'ordre de grandeur pour atteindre cet objectif-là en 2040. Donc, vous voyez ici les grandes catégories d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la santé. On a 3 sources d'émissions principales qui sont des émissions directes, donc qui sont émises par les actifs du secteur de la santé. La plus grande catégorie est représentée par les émissions de l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments. Donc, c'est la portion en bleu qui représente environ le 3/4 des émissions directes dans le secteur de la santé. Ce sont les énergies fossiles pour le chauffage, entre autres, l'eau chaude sanitaire, la production de vapeur, la stérilisation, etc. Donc, différents procédés dans le système de la santé. Ensuite, en deuxième lieu, on a les gaz médicaux. Donc, les gaz utilisés, entre autres, pour les anesthésies, les inhalateurs, donc différentes pratiques médicales qui nécessitent ces gaz-là. Donc, environ 18% des émissions proviennent des gaz médicaux. Puis ensuite, le parc de véhicules, donc principalement les ambulances, puis en plus petite proportion, le parc de véhicules légers du secteur de la santé. Plus globalement, si on prend en compte les émissions indirectes, donc l'ensemble des émissions qui sont au-delà des actifs, donc par exemple le déplacement, travail, domicile des employés, la chaîne d'approvisionnement, les équipements, les médicaments, l'alimentation, les déchets, on parle d'environ 3,6% des émissions du Québec qui sont émises par le secteur de la santé. Alors, je vous amène maintenant vers la feuille de route. On a pris vraiment une approche d'efficacité énergétique, donc de tenter de réduire la consommation d'énergie dans le secteur. Alors, on a 3 mesures clés qui ont été identifiées pour réduire la consommation. Je savais que tu le trouvais. Voilà, donc 3 mesures clés pour réduire la consommation dans le secteur au niveau des bâtiments. En premier lieu, on parle d'éclairage d'ailes, donc un type d'éclairage qui consomme moins d'électricité. C'est pas une mesure qui réduit directement les émissions de gaz à effet de serre, mais qui va contribuer à améliorer l'efficacité énergétique. L'idée, c'est de réduire la pression sur le réseau électrique en convertissant les usages d'énergie fossile à l'électricité. L'éclairage représente le 2e poste en importance de consommation d'électricité après les équipements auxiliaires, comme les équipements médicaux. Donc, c'est quand même une demande importante au niveau de l'éclairage. Et on a estimé qu'on était capable de réduire de 6% la demande en éclairage en modifiant pour des types d'ampoules haut niveau. En deuxième lieu, on a la récupération de chaleur. Donc, les bâtiments du secteur de la santé sont assez uniques. En ce sens, ils ont des taux de changement d'air à l'heure importants pour rencontrer des normes sanitaires. Ce qui veut dire qu'on évacue l'air chaud dans les bâtiments à l'extérieur pour faire circuler, changer l'air dans les bâtiments. Et en récupérant la chaleur de cet air-là qui est évacué ou de la chaleur qui est présente dans les bâtiments, on est capable de réduire de 15% la demande en énergie. Donc, c'est quand même une opportunité assez importante dans le secteur de la santé. Puis ensuite, on a la substitution des énergies fossiles, donc de remplacer les équipements qui fonctionnent aux énergies fossiles par d'autres types d'équipements. Ces 3 mesures-là ensemble font qu'on atteint une économie d'énergie de 25% à l'échelle du secteur de la santé. Donc, ici, on parlait d'énergie. On parle ensuite des GES, donc des gaz à effet de serre. On retrouve, on voit des choses qui sont déplacées, mais bon, peu importe, je vais vous passer à travers les différentes catégories de réduction de GES. Donc, on retrouve à gauche les catégories de réduction de GES au niveau des bâtiments. Donc, l'éclairage d'aile, le premier dont je vous ai parlé, qui ne contribue pas spécifiquement aux réductions de GES, mais à l'économie d'énergie. En deuxième lieu, la récupération de chaleur. Donc, la récupération de chaleur permet de réduire du tiers des émissions de GES. Donc, c'est quand même une opportunité significative au niveau des bâtiments. Puis, en troisième lieu, la substitution des énergies fossiles. Donc, ici, on parle d'installer, par exemple, des systèmes de géothermie pour le chauffage plutôt que des chaudières au gaz naturel, des chaudières en biomasse, des équipements à induction dans les cuisines. Donc, différents types de technologies efficaces qui n'utilisent pas des énergies fossiles. C'est la principale mesure phare de la feuille de route qui réduit de 50% les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, vraiment d'éliminer les énergies fossiles c'est la principale façon de réduire les émissions de GES. Puis ensuite, on a les gaz médicaux qui peuvent être éliminés soit en utilisant des gaz à plus faible impact carbone ou tout simplement en modifiant certaines pratiques médicales, par exemple en utilisant des intraveineux plutôt que des gaz anesthésiants. Au niveau des véhicules, qui sont les deux colonnes de droite, on a les ambulances électriques qui représentent une réduction de 6% des GES et puis ensuite l'électrification du parc de véhicules qui est d'un peu moins de 1%. Donc on voit qu'avec ces mesures-là, qui sont les mesures phares sur l'ensemble du secteur, permettent d'atteindre l'objectif zéro émission en 2040. Alors qu'est-ce que ces mesures-là représentent comme impact au niveau du mix énergétique? Dans le graphique ici, on vous présente à la colonne de gauche la situation actuelle de la consommation d'énergie dans le secteur de la santé. Donc, environ 50% de l'énergie provient actuellement de l'électricité. On a ensuite un peu plus du tiers en gaz naturel, puis en plus petite proportion, le mazout, la biomasse et les carburants pour les véhicules. Ici, je vous amène à la colonne de droite. On voit ce que pourrait avoir l'air le profil énergétique du secteur de la santé en 2040. Donc, une augmentation de la consommation d'électricité pour atteindre environ 85%. Une apparition d'une petite proportion de GNR, de gaz naturel renouvelable, une légère augmentation de consommation de biomasse, et on retrouve le 25% d'économie d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit en arrière-plan la ligne descendante, qui est la ligne de réduction des gaz à effet de serre. Donc, ça représente, on voit la réduction des émissions qui sont associées au changement de mix énergétique, et on atteint avec cette courbe-là la cible de 60% de réduction en 2030, et de zéro émission en 2040. Je vous amène ensuite à un prochain graphique qui présente les économies financières associées, entre autres, à l'économie d'énergie et au changement de mix énergétique dans le secteur de la santé. Donc, on voit en 2024 le profil que je vous ai montré là, tout à l'heure, qui est la situation actuelle. Et puis en 2040, on voit la différence en termes de coûts. Donc, la ligne pointillée en noir présente les coûts d'énergie pour le secteur de la santé dans son ensemble. On voit qu'une augmentation naturelle des coûts, entre autres avec la taxe carbone qui va faire que les énergies fossiles vont être de plus en plus dispendieux. Et on voit en 2040, avec la modification du profil énergétique, qu'on a une économie d'énergie de 13% quand on combine ensemble les bâtiments et les véhicules. Et on voit la même évolution du mix énergétique dans le graphique. En termes de dollars, ces économies-là atteignent 787 millions de dollars en 2040. Donc, ça, c'est la somme des économies de maintenant jusqu'en 2040. Et cette somme atteint 1,5 milliard de dollars en 2050. Par année, à partir de 2040, lorsque l'ensemble des mesures de la feuille de route ont été implantées, on parle d'une économie d'environ 61 millions de dollars par année à l'horizon de 2040. Donc, financièrement, il y a quand même un avantage à implanter ces mesures-là. Ensuite, qu'est-ce que ça coûte? Donc, ici, on a les investissements, on a évalué les investissements requis pour mettre en œuvre la feuille de route. Donc, on parle de 3,8 milliards de dollars à l'échelle de la province pour atteindre l'objectif zéro émission. Il y a beaucoup d'informations dans la diapo ici. Je vais vous amener sur quelques éléments clés. Donc, on a en premier lieu, ici, donc les deux mesures qui sont encerclées, la récupération de chaleur et la substitution des énergies fossiles, représentent les deux mesures phares de la feuille de route pour deux raisons. Non seulement la majorité des investissements, mais aussi la majorité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces deux mesures-là ensemble représentent 75% de la réduction des gaz à effet de serre. Et la récupération de chaleur est fort parce que ça permet également de réduire les investissements requis en matière de substitution d'énergie fossile. Donc, par exemple, si on ne faisait pas de récupération de chaleur, nos équipements de chauffage à la géothermie ou à thermopompe devraient être plus gros, donc coûter plus cher si on ne faisait pas de récupération de chaleur, et on consommerait plus d'électricité également. Donc, l'idée de la récupération de chaleur, c'est de réduire les coûts à plus long terme là, de cette décarbonation-là du secteur. On a estimé que l'économie était d'environ 14% des investissements dans les équipements de chauffage grâce à la récupération de chaleur. Ensuite, je vous amène en bas, le premier chiffre, le 1,6 milliard, c'est l'investissement à 5 ans qui a été estimé dans la feuille de route. Donc, c'est le premier effort de cette feuille de route-là pour être capable de mettre en œuvre les mesures d'efficacité énergétique. Donc, le cœur
cet investissement-là et la récupération de chaleur, parce qu'on veut idéalement installer les mesures d'efficacité énergétique avant d'implanter les mesures de substitution du gaz naturel et autres énergies fossiles. Et puis, on a les autres mesures qui s'y retrouvent également, mais dont l'investissement sont beaucoup moindres et représentent moins gros impacts financiers. Puis, au niveau des gaz médicaux, on voit qu'il y a un NA, donc c'est pas applicable parce que c'est principalement des économies en matière d'opération davantage qu'un investissement en infrastructure. Donc, au niveau des recommandations, pour atteindre la cible zéro émission en 2040, on a ici les mesures phares ou les recommandations phares de l'étude. Ça nécessite en premier lieu un engagement de la part du ministère de la Santé envers la décarbonation. Donc, il s'agit d'affirmer cet engagement-là pour être capable de mettre en œuvre ce qui est requis pour atteindre l'objectif. On veut aussi définir les pouvoirs et les mandats, autant au sein du ministère que des établissements pour mettre en œuvre la décarbonation. Et puis finalement, développer des équipes et des budgets dédiés spécifiquement à la décarbonation. Au niveau des bâtiments, on a les mesures dont je vous ai parlé qui sont prises dans la feuille de route. Donc, en priorité, réduire la consommation d'énergie. Ensuite, substituer les énergies fossiles et puis assurer une saine gestion de l'énergie dans les bâtiments. Mais on veut aussi s'assurer que ces mesures-là soient mises en œuvre dans les nouveaux bâtiments. Donc, la feuille de route se concentre sur le parc actuel de bâtiments, mais idéalement, ces mesures-là seraient également prises en compte dans les nouvelles constructions du secteur de la santé. Au niveau des véhicules, il s'agit d'électrifier les véhicules à la fin de leur vie utile, donc on fait un remplacement graduel de la flotte d'ici 2040, et afin d'atteindre un parc de véhicules complètement zéro émission en 2040, les achats doivent être tous électriques à partir de 2034. Puis finalement, au niveau des émissions indirectes, qui a été moins le focus de la présentation d'aujourd'hui, on veut commencer à comptabiliser les émissions indirectes, donc de les inclure dans le bilan carbone des établissements, et puis commencer à évaluer et planifier la mise en œuvre de mesures clés pour réduire les émissions indirectes dans le secteur de la santé. Donc, en conclusion, la feuille de route zéro émission démontre qu'il est possible d'atteindre un parc de bâtiments et de véhicules zéro émission en 2040. Non seulement ça permet d'améliorer la qualité de l'air, donc d'améliorer la santé de la population, mais comme je vous ai mentionné, on rencontre les cibles climatiques. Donc, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 9,3 millions de tonnes en 2050, on réduit la consommation d'énergie dans les bâtiments de 25% et on permet des économies d'énergie de l'ordre de 1,5 milliard en 2050 également. Donc, voilà les grands faits saillants de l'étude que j'ai pu vous présenter ce matin. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Pour un mot de conclusion, c'était intéressant en fait quand on avait commencé en fait les échanges, on se demandait est-ce que c'était possible. Est-ce que c'était possible en fait de parler de carboneutralité en fait dans le système de santé plus particulièrement. Puis avec la feuille de route qui est présentée aujourd'hui, en fait, on montre que ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi de se dire, on est avec l'un des plus gros ministères, l'un des plus gros réseaux en fait qui appartient justement au gouvernement actuellement, qui doit faire sa part. Et justement, en fait, la feuille de route démontre que justement à 4%, on peut faire sa part pour aller chercher cette carboneutralité-là. La grosse question en fait qu'on s'est posée aussi dernièrement, c'est en matière de leadership. Il y a énormément en fait d'organisations, de CIS en fait qui prennent des initiatives aujourd'hui en fait pour mettre en place cette carboneutralité dans le système de santé. Et on aimerait en fait vraiment un leadership de la part du ministère de la Santé pour qu'on y arrive ensemble. De pas faire en sorte justement que ce soit des initiatives qui sont vraiment isolées, mais vraiment avec une direction claire qui est donnée de la part du gouvernement et qui va se faire derrière en collaboration avec à la fois le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie. Et d'ailleurs, nos organisations sont là pour collaborer, pour faire en sorte justement que cette transition puisse arriver. Il y a un événement important qui s'en vient. Vous savez que la COP s'en vient très rapidement, en fait, au mois de décembre, au début du mois de décembre, plus particulièrement. Et pour la première fois, en fait, pour cette édition-ci, on aura une journée qui sera dédiée à la santé. Et on espère, en fait, justement, que cette journée-là va devenir beaucoup plus importante au cours des années à venir. Le momentum, il est là. Il est idéal pour nous. Il y aura également, en fait, d'autres annonces qui se feront par le gouvernement au cours des prochaines semaines.
Et on espère en fait répondre au présent pour justement collaborer à cette transition qui est nécessaire dans ce milieu. Je pense que Jean-Patrick, tu peux nous montrer quelque chose de Jean-Patrick? Non? C'est parce que tu prenais des notes. Donc voilà, alors on va pouvoir prendre les questions. S'il y a des questions, bien sûr. Bien sûr. On va remercier bien sûr en fait les personnes qui ont vu le communiqué de presse. En fait, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes de leur côté, puis qui étaient là justement en fait pour soutenir une initiative comme celle-ci. Bon, bien sûr, l'INSPI, la Fondation Trottier et la SPQ sont présents, mais on a en fait d'autres partenaires qui sont présents dans la salle. Et c'est ceux donc au niveau en fait de Synergie Santé Environnement qui est présent aussi. On a la CNE qui est présent aussi, en fait, l'Association québécoise des médecins en environnement. On a également la DRSP de Montréal, particulièrement, qui est également en fait dans la salle. Si je ne me trompe pas, l'ensemble des SUS aussi, en fait, qui sont présents et puis qui, justement, en fait, ont soutenu une initiative comme celle-ci. Et puis, bien sûr, en fait, il y aura d'autres partenaires qui vont s'ajouter au fur et à mesure, en fait, que le projet va se déployer pour les prochaines semaines et pour les prochaines. On y va avec la période de questions, est-ce que ça vous convient? Super. Oui, certainement. Puis la récupération de chaleur, on a notamment l'installation de réseaux hydrauliques à basse température. Donc, l'installation de tuyauterie dans les bâtiments spécifiques. Le plus de potentiel de récupération de chaleur dans les grands bâtiments, donc par exemple les hôpitaux, les CHSLD. Donc, un réseau de tuyauterie peut permettre d'avoir de l'eau qui circule dans le bâtiment et qui transmet la chaleur d'une zone où il y aurait de la chaleur disponible vers d'autres zones pour permettre de chauffer le bâtiment de cette façon-là. Quand on récupère également la chaleur de l'air qui est évacué à l'extérieur, c'est comme un échangeur de chaleur. Donc, on prend l'air, la chaleur de l'air et on la transmet à l'eau. Puis l'eau va se réchauffer, va circuler dans le bâtiment pour pouvoir chauffer et le bâtiment est distribué dans le bâtiment. Oui, donc on a la chaleur qui provient spécifiquement de deux endroits. Un, la chaleur de l'air ambiant des bâtiments qui est évacué à l'extérieur. Donc, cette chaleur-là va être récupérée. Donc, au lieu d'évacuer de l'air, par exemple, à 20 quelques degrés, elle va être évacuée à la plus basse température parce qu'on va avoir récupéré de l'air de la chaleur de cette air-là. L'autre source est effectivement des charges internes, donc qui proviennent des équipements, de la présence de gens dans les bâtiments aussi, donc ça dégage la chaleur. Donc, il y a de la chaleur qui est disponible à l'intérieur du bâtiment pour être recirculée dans d'autres zones qui seraient plus fraîches à l'intérieur du bâtiment. Les câbles. Oui. Donc, le 9,3 millions de tonnes, c'est au niveau des bâtiments et des véhicules. Donc, quand on atteint la zéro émission au niveau du secteur de la santé, c'est vraiment au niveau des bâtiments et des véhicules, donc ce qu'on appelle les émissions directes ou les émissions de portée 1. Quand on a le chiffre de 2,7 milliards, on prend l'ensemble des émissions directes, donc les émissions de portée 3. Donc, les émissions qui vont être émises par les activités connexes, comme les médicaments, la chaîne d'approvisionnement, les autres activités. Donc, le 2,7 millions inclut l'ensemble des émissions du secteur de la santé, incluant les émissions directes. Donc, c'est des émissions par année, le 2,7 millions de tonnes de GES. Donc, c'est par année le secteur de la santé, incluant les émissions indirectes, émet 2,7 millions de tonnes. Ensuite, les réductions de 9,3 millions de tonnes, c'est les sommes cumulatives de GES qui vont être réduites en 2050 par les bâtiments et les véhicules. Les émissions, si vous voulez savoir spécifiquement par année, des bâtiments et des véhicules, c'est environ 987 000 tonnes par année, les bâtiments et les véhicules seulement. Je peux revenir là, à la diapo. Donc, on a le chiffre en haut, c'est le 987 000 tonnes, ce sont les émissions annuelles des bâtiments et des véhicules.
Donc, c'est environ c'est une proportion du 2,74 millions de tonnes. Donc, environ 20 quelques pourcents des émissions du secteur de la santé. D'autres questions? Je ne sais pas si les gens en ligne ont entendu la question. Non, ça doit être clair. Allez-y. Oui, on va traiter. On a présenté le rapport au ministère de l'Environnement. On a présenté le rapport au ministère de la Santé, à la fois aux équipes politiques et les équipes des fonctionnaires, particulièrement. Il y a d'autres rencontres qui s'en viennent avec justement d'autres ministères aussi qui pourraient être impliqués dans un projet comme celui-ci, quand on parle d'infrastructure, quand on parle d'énergie particulièrement, ça s'en vient. On est en conversation avec justement ces ministères-là pour voir comment on pourrait justement aller de l'avant avec une fiche comme celle qui a été présentée par le ministre. Peut-être, et puis après, Audrey, je pense que tu pouvais le voir déjà comme un investissement et pas comme une dépense. C'est très important aussi. C'est pas un investissement aussi qui se fait du jour au lendemain. C'est un investissement en fait qui se fait sur plusieurs années et qui, en plus de ça, en fait, rapporte au gouvernement, étant donné que par la suite, justement, il y a des économies majeures qui sont mises en place. Mais c'est également aussi en fait des économies, si on regarde par rapport à la maladie qui est causée par rapport au changement climatique plus particulièrement, c'est également en fait des économies par rapport à la santé de la population qui est nécessaire. Peut-être qu'Audrey, c'est bien dit. Je pense que le coût d'inaction est en fait plus dispendieux. Si on pense par exemple au coût social du carbone, donc l'impact de ne pas réduire ces émissions de gaz à effet de serre-là à terme est plus important en termes financiers que les coûts d'investissement qui sont présentés ici. Mais effectivement, c'est sur 16 ans, donc c'est quand même de plusieurs années pour mettre en œuvre ces investissements-là. Puis on peut, à titre d'exemple, mettre en comparaison cet investissement-là par rapport à d'autres grands projets publics, donc par exemple le REM qui a été lancé récemment, le réseau express métropolitain, qui, de mémoire, là, on parle de 8 milliards d'investissements que ce projet-là a requis. Donc, en comparaison, je pense que quand cet investissement-là pour le niveau du secteur de la santé est quand même intéressant, avantageux. Là. Merci pour le plan de GS, sauf que les investissements sont très différents. Soit pour l'urgence et les véhicules immenses, les hautes l'urgence. En GS, c'est tout le temps plus de subventions. En fait, les émissions provenant des ambulances sont plus importantes. Donc, ici, la portion en vert, le 7%, c'est majoritairement des émissions qui proviennent des ambulances. Donc, environ 6% proviennent des ambulances, puis 1% du parc de véhicules. Le parc de véhicules du réseau de la santé est relativement petit. Donc, on parle là, autour de 2000 véhicules environ là, pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est pas une source d'émission qui est majeure. En termes d'ambulances, on a 882 ambulances environ, là, un peu moins de 900 ambulances au Québec actuellement. Mais elles sont beaucoup plus émettrices. C'est beaucoup plus de consommation d'essence de faire fonctionner une ambulance qu'un véhicule. Le coût, en fait, de décarbonation du parc, le réseau de la santé est en bonne voie d'atteindre ses cibles d'émissions avec les véhicules légers. Donc, l'objectif, c'est que la totalité du parc de véhicules légers soit électrifié en 2030. Il y a actuellement 40% du parc de véhicules légers qui est déjà électrique. Donc, c'est une autre des raisons pour laquelle le parc de véhicules a un moins gros impact carbone que les ambulances. Et ce qui explique aussi les coûts moindres pour le volet véhicule. Au niveau des ambulances, le coût d'une ambulance électrique va être plus important qu'un coût d'une ambulance à combustion. Et sur le tableau des investissements, en fait,
Ici, les deux lignes du bas en vert, ce sont les surcoûts, donc les coûts additionnels comparativement à l'achat donc au renouvellement du parc pour des véhicules à combustion. Ça répond à la question? La marge exacte, on parle de 3,6 milliards d'investissement. Est-ce qu'il y a une marge de 12 euros? C'est vraiment le chiffre exact de gouvernement? C'est une bonne question. On peut le voir comme effectivement une marge. On n'a pas nécessairement calculé une marge, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, à l'échelle de la province, évidemment, on n'a pas fait une analyse bâtiment par bâtiment. Donc, c'est plus une idée d'un ordre de grandeur qui donne une idée de l'investissement. Mais effectivement, ce ne sera peut-être pas 3,6 milliards exactement, 3,1 milliards exactement, mais ça pourrait varier. Mais on a pris en compte une marge là, de variation pour des incertitudes. Quand même, vous parlez d'un plus ou moins peut-être un 30%, là, mais je vous dirais que de cet ordre-là, on est quand même ça donne une bonne idée de l'ordre de grandeur, le chiffre qu'on présente ici. Plus ou moins 30% environ. Ouais. Également, on parle beaucoup de santé de réseau Montréal-Québec, mais si c'est la réseau public qui touche la ligne par exemple, est-ce que vous avez fait des analyses aussi? Comment on a de manière électrique, mais est-ce que tous les avions qui sont besoin de toute la flotte qui peuvent être remplacés? C'est une bonne question. Pour les gens en ligne, la question au niveau des avions pour les gens en région éloignée, en fait, la feuille de route comprend des technologies éprouvées, donc ce qui existe. Au niveau des avions, on a pris en compte dans le bilan, dans le 2,74 millions de tonnes annuellement, il y a les avions qui sont inclus là-dedans, mais par contre, au niveau de la décarbonation à ce stade-ci, il y a peu de technologies qui existent pour réussir à décarboner les avions. Donc, ils ont été exclus de la feuille de route, mais on peut imaginer qu'à l'horizon 2040, il y a des technologies qui pourraient exister, que ce soit des carburants synthétiques de sources renouvelables ou des avions électriques pour des plus courtes distances. L'avenir nous le dira, mais ce sont des technologies qu'on pourrait voir apparaître à l'horizon 2040. D'autres questions? Non. Jean-Bastien, à l'Association pour la santé publique du Québec, on a également Jean-Patrick Toussaint, qui est directeur principal des programmes climat à la Fondation familiale Trottier, et également Audrey Yenck, qui est consultante chez Zinsky Énergie Climat. On va venir vous voir, vous en faites pas. D'autres questions? Pas de questions. Super. Alors, on va se quitter là-dessus. Dans tous les cas, on est présent ici. Vous avez de quoi prendre une collation en notre compagnie. Donc, ça nous fera plaisir d'avoir des conversations un peu plus poussées avec vous, le cas échéant. Merci beaucoup.